cette conférence des hommes qui ont un parcours assez impressionnant. Merci de leur présence. Je vous mets pas la pression, mais un peu. En tout cas, moi je trouve ça impressionnant. Donc un ancien du 13e RVP et un ancien du GIGN. J'en avais jamais croisé jusque-là, ce qui est plutôt, je pense, favorable. Donc nous allons à présent aborder une question qui n'est pas au cœur du survivalisme, qui est un prisme de lecture comme d'autres, comme voilà, s'il y a de la roquette partout par terre, c'est parce qu'il y a d'autres aspects du survivalisme qui doivent être abordés, et il ne faut pas juste se dire que des muscles pour survivre sont uniquement la chose cruciale. Je pense que Philippe et Jean-Luc vont aller dans ce sens aussi, et donc nous parler du trek en milieu hostile avec un temps assez large pour vos questions. Donc je vais leur laisser la parole. On a 1 heure ensemble. Je vous accueille sur scène et je vous remercie d'être présents aujourd'hui au Salon du Survivalisme. Et du coup, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au cours de la conférence. Merci à vous, messieurs, et je vous laisse la parole. Bonjour et merci. Merci pour votre présence. Jean-Luc Riva, qui a coécrit le livre GIGN, Confession d'un Obs, avant qu'avec moi. Non pas que je ne sache pas écrire, mais il y a besoin quand même de savoir un minimum, d'avoir une plume. Chose que je n'avais pas, mais que Jean-Luc a. Donc je vous laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Jean-Luc Riva, je suis un ancien du 13e RDP. Et de notre rencontre sur un stand de tir est né ce livre, 9 mois plus tard, avec lequel j'ai découvert moi-même Philippe. Alors, avant d'aborder directement le trek en milieu hostile, je vais vous retracer rapidement le livre, qui sera d'ailleurs en dédicace tout à l'heure au stand V6. Alors, Philippe, c'est un parcours de jeunesse tumultueux, puisqu'il est sur la ligne de crête entre l'indélinquance et puis la voie normale. Son entrée en gendarmerie est difficile. Et c'est un séjour, enfin c'est en devançant l'appel et au 1er régiment de chasseurs parachutistes qu'il commence à découvrir ce que c'est que l'aventure en milieu hostile, en particulier avec un séjour en forêt guyanaise. Ouais, alors pour rebondir là-dessus, le séjour en forêt guyanaise, c'était une expérience un petit peu qu'on avait fait avec le premier CP, où on devait partir en transal pour montrer qu'une unité aéroportée pouvait aller jusqu'en Guyane en étant ravitaillée en vol et faire un saut après 17 heures de vol. Donc on avait fait quand même une préparation à Mérignac. Avant on était resté 17 heures justement, 17-18 heures sur le tarmac à Mérignac pour voir avec toutes les conditions. Pour ceux qui connaissent un transal, en fait il n'y a pas la douche et la salle de bain dans la carlingue. Ça nécessite quand même une certaine préparation. Donc il a fallu déjà se retenir pendant 17 heures de ne pas faire popo. Il fallait trouver un moyen pour pouvoir uriner, c'était dans des bouteilles. Donc on pouvait en vol uriner dans une espèce de un tube où l'urine se partait donc en dehors de l'avion, ce qui était bien préférable pour nous. Et après pour manger c'est pareil, il fallait être le moins chargé possible donc sur ce vol-là, et savoir qu'il fallait être en forme pour sauter après 17 heures. À savoir qu'on était parti en mois de janvier, il devait faire à peine 3-4 degrés à Mérignac, et quand on est arrivé en Guyane, imaginez avec le choc thermique. Beaucoup ont fait un malaise, on était 26 dans l'avion, il y a dû y avoir 26 malaises, choc thermique en sortant. À savoir qu'avant de sauter en parachute, on était en automatique. Donc on était avec la gaine et tout pendant 3 heures avant, donc debout et très comprimé. Ce qui nécessite sur ce genre de séjour d'avoir une bonne condition physique. Ceux qui étaient en avion n'avaient pas tous la forme physique. Ceux qui s'en sont mieux sortis étaient ceux qui avaient bien bu, bien mangé et bien dormi. Dans un transal, il y a un bruit qui est en permanence, un gros bruit sourd, donc il a fallu s'isoler du bruit. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont regretté. Ceux qui n'ont pas voulu manger pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes en se disant 17 heures je suis pas sûr de les tenir, ont regretté. Ceux qui n'ont pas bu suffisamment pour ne pas uriner ont regretté aussi. Donc ça c'est vraiment des conditions où j'ai appris là sur ce qu'il faut, c'est bien manger, bien boire, bien dormir et bien s'entraîner. Ça c'est les 4 règles qui m'ont suivi pratiquement tout au long de ma vie et de ma carrière. Alors il faut savoir que depuis décembre 1994,
alors qu'il a 16 ans, Philippe a vu l'assaut de GIGN sur l'Airbus à Marignane et il a comme vocation, une véritable vocation, d'entrer au GIGN. Donc il va tout faire pour entrer au groupe, réussir les tests qui sont difficiles et surtout réussir le stage de formation qui est extrêmement difficile. Donc ça ne se fait pas facilement parce qu'il y a une enquête de moralité et son passé un peu violent va faire traîner son entrée en gendarmerie. Il va en profiter pour faire un tour d'Europe en passant par la Russie et alors là on n'est pas en trek en milieu hostile, mais quand même il y a un passage difficile en Russie, à savoir que tu te fais arrêter. Ouais, je me fais arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais assez connu des services de police et de gendarmerie dans ma région, assez défavorablement. Je ne supportais pas l'injustice. Alors j'y répondais de manière plutôt violente. J'ai jamais été à chercher la bagarre, mais quand on venait au contact ou quand on était injuste par rapport à des personnes de mon entourage, je réagissais très, très violemment. C'était ma réponse. Sauf que pour rentrer en gendarmerie, c'était pas vraiment compatible. Donc j'ai décidé de faire un tour d'Europe en stop avec les moyens que j'avais pour me faire un petit peu oublier et puis aller en même temps à la rencontre de l'humain. Moi je vivais en Charente-Maritime, je vivais dans un milieu où j'ai toujours les mêmes personnes. J'avais besoin, je me suis dit, pour rentrer au GIGN, j'aurai peut-être des situations à gérer qui seront très atypiques, auxquelles je ne vais pas du tout peut-être m'attendre. Et ce serait bien, très positif, de faire un tour d'Europe en stop et d'aller au-devant des gens et de voir un petit peu comment ça se passe au-delà des frontières. Et j'ai découvert les pays en Europe, ça s'est très bien passé. Et quand je suis allé justement au-delà en Russie, les règles changent. Les règles changent, c'était en 1999 ou 2000. La Russie à ce moment-là, oui, c'était assez compliqué pour un jeune comme moi de 19-20 ans. J'arrive, j'avais les papiers, j'avais fait mon visa en Finlande. Et bon, je pense que ça leur a paru bizarre qu'un Français fasse son visa en Finlande. Donc, en tout état de cause, je me suis retrouvé peut-être pendant 1 heure ou 2 dans le train, stoppé avec un fusil mitrailleur sur la tempe et à devoir répondre à des questions. C'était écrit en cyrillique. Et là, j'ai appris que oui, la langue française était pratiquée en France, mais pas forcément en Russie. Donc, j'ai pas pu m'expliquer. Donc, ça a été une grosse incompréhension entre eux et moi, mais hyper formateur dans le sens où moi, j'étais très violent. On était violent vis-à-vis de moi, mais là, il a fallu jauger les gens que j'avais en face et j'étais absolument pas gagnant. Mon physique, pour eux, c'était plutôt menaçant. Un physique assez petit buildé ou musclé peut paraître agressif aux yeux des gens. C'est un préjugé, mais c'est comme ça, il faut en tenir compte. Donc il a fallu montrer le plus beau sourire que je puisse faire et montrer qu'en fait j'avais absolument pas de mauvaises intentions envers la Russie. Je étais venu là pour faire du tourisme. Ça m'a été reproché plus tard pour l'enquête de moralité. Ils se demandaient pourquoi j'avais été en Russie pendant 4 jours et que j'avais disparu un peu des écrans radars sur cette période-là. C'est notre histoire. Alors, on va rentrer maintenant dans le trek en milieu hostile parce que l'entrée au GIGN, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va être un enfer pratiquement pour passer les tests et suivre la formation du groupe. Alors, à partir de maintenant, je vous propose, si vous avez des questions, parce que le parcours de Philippe va vous emmener au Moyen-Orient, en Afrique. Il va également, à un moment donné, avec l'afflux de missions qu'il a, avoir besoin de décompresser, et il va prendre son sac à dos, et il va partir tout seul dans les régions les plus dangereuses de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vous propose, toutes les 10 minutes à peu près, de faire une petite pause et de poser des questions à ce moment-là, de façon à pouvoir rebondir immédiatement sur ce que vous vient à l'esprit après l'exposé de Philippe. Déjà pour commencer, je peux vous parler un petit peu de la préparation au test GIGN. Il faut travailler le physique, ça bien entendu, il faut être sportif, pas forcément de très haut niveau, excellent dans un domaine, mais il faut être très bon dans plusieurs domaines, qui est la natation, qui va être l'escalade, qui vont être les sports de combat. L'escalade, c'est pratiquement là dans l'affranchissement où on a le plus d'échecs. Les gens pensent qu'aller à la musculation, avoir des gros bras, font que les muscles vont pouvoir les sortir de toutes les fosses, leur faire grimper à toutes les cordes. Non, c'est pas ça.
On est plutôt dans un aspect plus crossfit de ce que je vois actuellement, où là, il va falloir travailler toutes les articulations et tout ce qui va être tendinite, les tendons, tout ça. Donc c'est un travail qui est assez particulier qu'il a fallu apprendre. Partout où vous irez, là où vous vous projetterez, il y a besoin d'avoir une analyse en amont et de savoir quelle partie du corps il va falloir utiliser, si c'est sa tête, si c'est ses bras, si c'est ses jambes, et adapter. Il y a aussi bien l'aspect technique dans le franchissement que l'aspect physique dans la force. Et en fait, si on n'a pas ces deux choses-là, moi j'avais la force, mais j'avais pas forcément la technique au tout début, sur les tests. J'ai vu de vie mes limites. C'est passé, parce que ça dure une semaine et j'étais fort physiquement. Mais je me suis dit que pour le prestage, c'est-à-dire la deuxième partie de la sélection, qui dure 3 mois maintenant, ça ne passerait pas. Donc il a fallu vraiment travailler la technique et travailler les muscles qu'il y a tout autour des articulations. Donc je faisais beaucoup je ne vais pas rentrer dans le détail de la préparation physique, hein, mais c'était plus de la force pure, c'était plus de la force athlétique, on travaillait plus dans la résistance. Je courais beaucoup aussi, je faisais du foncier, c'est de courir pendant 1 heure, 1 heure et demie, et après dans une deuxième phase, une fois que mon cœur était habitué, on a commencé à faire des phases comment on appelle ça, de fractionner pour avoir un temps sur un parcours bien défini, avec une distance, avec un poids sur le dos. Voilà, j'avais un objectif. Et tout ça, en fait, il faut le calculer. Tout ça se met en place. Pareil pour le franchissement, il a fallu apprendre les techniques. Donc là, j'avais un passé quand même militaire qui m'avait permis de faire quelques stages commando, donc je savais à peu près, mais on restait sur la base. Le GIGN, ça demandait bien plus, parce que là, j'allais pas être juste en treillis, j'allais être en treillis, mais avec du matériel en plus. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, nous on dit à poil, on n'est pas complètement à poil, on a un treillis ou une combinaison, mais nous on travaille aussi énormément équipé, gilet, casque. Le gilet et le casque, ça représente à peu près entre 35 à 45 kg sur nous. Donc monter une échelle avec rien, ça se fait. Une échelle spéléo, hein, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'échelle métallique, ça se fait. Monter une corde avec rien, ça se fait. Avec un sac à dos, ça nécessite une technique. Autant une corde, je pouvais la grimper jusqu'en haut, bras seul, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où on met un sac et une arme sur le dos, les bras ne suffisent pas. Ça n'ira pas au-delà de 5 à 10 mètres. Donc après, il faut, on met les jambes et puis c'est une technique. Donc on fait marcher autant ses jambes que sa tête et ses bras. Alors tu n'avais pas d'appétence pour la course à pied? Pas du tout. Et là, tu as vu qu'il en Pas du tout, mais je me suis entouré des bonnes personnes. C'est l'objet d'un second livre qu'on est en train de mettre en place sur la motivation et comment se préparer. Quand on a un objectif, c'est bien d'avoir la volonté, d'avoir envie d'y aller, mais ça ne suffit pas. Ça nécessite de se poser et de voir un petit peu, comme le disait Lénine, hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et bien ce chemin, il va falloir savoir quel chemin on va emprunter et comment on va l'emprunter. Quelles armes il va falloir avoir pour passer tous les obstacles. Parce qu'en fait, l'objectif est fixé, il est lointain, mais entre l'objectif et nous, il y a une masse d'obstacles qui vont être attendus et inattendus. Donc les obstacles attendus, on va déjà se faire une liste, on va voir à peu près ce qu'on va pouvoir travailler, et il va falloir aussi se préparer à l'inattendu. Donc c'est là où ça demande un peu de finesse et d'aller un peu au-delà, de se dépasser en fait en permanence sur ce qu'on fait. Donc à un moment donné, tu as pas un ras-le-bol de mission, mais tu arrives à saturation sur les missions. Et là, tu décides de partir en Afrique de l'Ouest. Et ouais, ça devient compliqué tout de suite. Oui, alors en fait, en 2009, j'avais pratiquement 5 ans. Enfin, ça démarre en 2008. En 2008, j'avais fait une mission Fleury-Mérogis où j'avais neutralisé un preneur d'otage en faisant un tir dans la gorge, parce que Rachid Elati m'avait demandé à ne pas tuer le preneur d'otage, et bien sûr pas l'otage, sauf que la position faisait que c'était un tir extrêmement dur à faire. J'ai fait à l'arme de poing. Donc j'ai réussi ce tir. J'étais assez porté au nu de mes camarades. C'en était même très troublant pour moi, parce que même les gens que je vénérais, les gens qui m'ont fait rentrer au GIGN, pour moi c'était des références. Certains m'avaient dit, ce tir que tu as fait, je suis pas sûr que j'aurais été en mesure de le faire. Donc ça m'a positionné un petit peu très haut dans l'échelle de ce que représente le GIGN,
Et j'avais peur de me perdre en fait. Il n'était pas question d'avoir la grosse tête et de se perdre sur cette voie-là. Et pour moi, j'ai enchaîné après les missions où j'ai fait des choses qui sont encore très très bien passées. Et j'avais besoin je m'éloignais un petit peu de mes camarades parce que Paul me disait, bah là sur le tir, tu vas être un référent sur ce tir-là, tu vas être un référent sur ça. Et le regard changeait. C'est pas moi qui changeais, c'est le regard des autres qui changeait. Et moi je m'y retrouvais plus. En même temps, j'avais la famille, j'avais des amis quand j'étais invité pour raconter toutes les histoires que j'avais vécues. C'est toujours un peu répétitif. J'étais tout le temps dans le même, j'étais appelé toujours pour la même chose, pour raconter mes histoires, pour faire. Et ça m'a un petit peu saoulé. Et en même temps, quand on sortait le portable et qu'on prenait mon numéro, on notait GIGN, on notait pas Philippe. Et j'ai besoin de savoir qui j'étais en dehors de l'unité, savoir si après plusieurs années comme ça, passées dans un microcosme GIGN, toujours avec les mêmes personnes, toujours à partir en groupe, qu'est-ce que moi je vais aller en tant qu'individu, seul, et pas forcément en France, dans un pays que je connais pas. J'avais été en Afrique en 2008 sur le Ponant, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, un bateau qui avait été détourné par des alors, j'ai du mal à dire terroristes, parce que c'était pas des terroristes, c'était des villageois, mais mandatés par des terroristes, qui avaient le manuel de la prise d'otage. Ils avaient pris le Ponant en otage, et nous on y avait été pour libérer. Et une fois sur le sol africain, je sais pas, j'ai eu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose comme quoi je me sentais extrêmement bien. Et j'avais besoin d'y retourner, donc c'est resté dans ma tête, et en fait, je pense que ça a été quand tout le milieu autour de moi, mon entourage devenait un peu hostile. Malgré eux, c'était pas conscient. Mais tout ça m'était hostile, il a fallu que je parte. Et mon refuge, ça a été l'Afrique. Mais sauf que je ne connaissais pas. Donc ce que j'ai fait, je me suis dressé un itinéraire. J'ai traversé donc la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, le Gambie et Sénégal. Alors à l'époque, la Côte d'Ivoire, très bien. Donc quand j'ai fait la demande justement à mon patron, je dis Franck, j'ai envie de prendre l'air un petit peu. Il me dit combien de temps? Je vais poser des paires, mais je pense que je vais poser 3 mois de vacances. Il me dit on est au GIGN, on est au mois de janvier, pour le mois de janvier c'est absolument pas possible. On est en sous-effectif, tu peux pas prendre ça. Si je reste, je pense que le côté violent que j'avais avant, on va le retrouver là, en interne, et ça va pas le faire. Donc là il a bien senti qu'il fallait vraiment que je lâche. C'est nécessaire, et ça, c'est nécessaire de se connaître à un moment donné, de prendre les devants, de partir, de souffler. Au lieu de laisser, de dire ça va s'arranger, puis jusqu'à un moment donné on ne respire plus et là on explose. Moi j'avais senti ça. Et je pensais que 3 mois c'était le minimum pour vraiment faire un break. C'était un break carrément même dans ma vie, non seulement professionnelle mais même privée. Et du coup je lui ai annoncé donc les pays que je voulais faire et il me dit écoute, il faut faire la demande. Mais la demande auprès de qui? Oui, auprès du ministère. Je fais la demande. Il y a des pays qui vont revenir interdits, tels que la zone nord de la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry à l'époque venait de subir un coup d'état de Dadis Camara après la mort d'Nana Conté, donc c'était un petit peu... même si c'était assez stable, pour la France, pour un petit Français militaire, on préférait ne pas qu'il y aille. Donc il me dit non, il dit pour moi tu es obligé de faire la demande et puis on avisera après. Donc j'ai fait la demande. Forcément, elle est revenue, donc interdit pour le nord pour la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, pour toute la zone de Bouaké, j'ai pas eu le droit non plus d'aller donc en Guinée-Conakry et en Casamance, parce que c'était en conflit là-bas. Donc je lui dis, tu vois Franck, voilà, tu me demandes de faire la demande, mais maintenant c'est comme ça. Et il me dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis, je vais y aller quand même. On n'arrête pas, non, on ne m'arrête pas comme ça dans mon élan, donc... Je vous la fais courte, c'est dans le livre, hein, mais ça a été assez compliqué. Il a fallu ruser pour partir à des dates que j'avais données. J'avais donné des dates et en fin de compte, je ne suis pas parti à ces dates-là parce que j'avais peur que la DPSD, à l'époque, vienne à l'aéroport et m'empêche de faire mon séjour. Et je pense que s'il m'avait arrêté à ce moment-là, ça se serait mal passé. Alors ils sont bienveillants, mais moi, j'avais mon objectif en tête. Donc j'ai réussi à partir, j'ai fait mes demandes de visa à Action Visa. Alors, s'il y a des gens qui voyagent un peu, c'est un centre qui facilite les choses. Vous y allez, vous donnez votre liste, vous donnez les photos qu'il y a à faire, tout ça. Ils s'occupent pour vous d'aller dans les différentes ambassades et vous y retournez quelques jours après. Vous avez votre visa, votre passeport avec les visas. Quand j'y suis allé, moi j'y suis allé très tard, forcément, mauvaise préparation.
Et quand j'arrive à Action Visa, je partais le lendemain, elle me dit écoutez, on n'a pas de visa pour ni le Mali, ni pour la Guinée-Conakry, et je crois, et pour d'autres pays, pour la Guinée-Bissau aussi. Je dis écoutez, le Sénégal c'était inutile. Je dis écoutez, je verrai sur place. Et effectivement, j'ai vu sur place. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, déjà dans l'avion, j'avais un Ivoirien à côté de moi qui me demande, il me dit vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous allez où? Je dis je sais pas. Et il me dit on arrive à 22h30 à l'aéroport, il dit vous savez où vous allez dormir? Je dis non, j'ai un duvet, je trouverai. Ah non, il me dit en Côte d'Ivoire ça se passe pas comme ça. Non, il dit non, il y a un corridor, il y a un barrage qui se fait avant d'aller à Abidjan. Et vous comme ça, il dit je crains donc parce que vous allez venir chez moi. Je suis tombé, il y a des gens qui sont très bienveillants et parfois quand on les rencontre, c'est là on se rend compte la chance qu'on peut avoir sur des rencontres. Donc cet homme m'a emmené chez lui, effectivement, quand je suis arrivé, déjà je me suis rendu compte qu'au passage des douanes, le sac a été entièrement fouillé, j'ai perdu quelques parties de mes affaires qui étaient soi-disant interdites sur le territoire africain, j'ai découvert beaucoup de choses. Et ensuite, donc je suis allé chez lui et il a fallu moi bouger. À un moment donné, je lui ai dit je vais aller sur Boaké. Il me dit reste un petit peu chez moi, que je t'apprenne déjà. L'eau, tu ne la bois pas. Faut pas boire l'eau du robinet. Moi, je sais absolument pas. Je me serais servi un verre d'eau. Il y a plein de parasites. Donc il me dit c'est les bouteilles d'eau. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Je dis moi j'ai de quoi. J'ai des capsules que je vais mettre dans l'eau que je comptais faire de toute façon. Donc je suis monté quand même jusqu'à Boaké. À Boaké, j'ai été interpellé parce que je portais un tatouage. J'ai été mis en garde à vue. Tout ça, c'est la sensibilité du pays. J'incrimine pas le pays en lui-même. Ils ont leurs habitudes. Nous, on arrive, voilà, on est considérés comme des gens plutôt aisés. Et puis eux sont pas forcément bien nés, d'après certains. Et là, ils m'ont mis donc en garde à vue. Et là, j'avais plusieurs solutions. Soit je rentrais au conflit, ou alors je la jouais plus en subtilité. Donc ils m'ont installé, ils m'ont dit voilà, tu crois que tu viens en terrain conquis, est-ce que tu es militaire? Et là je m'étais renseigné. Avant de partir sur un voyage comme ça, il faut toujours se renseigner un petit peu des sensibilités du pays, tout ce qui s'est passé avant. Et en Côte d'Ivoire, notamment dans la zone rebelle, au nord, le passé était assez chargé, et notamment avec l'armée française. Donc il n'était pas question que je me présente comme un militaire. J'ai dit non, moi pas du tout, moi je suis un touriste, je viens comme ça. Je viens pour découvrir. Il me dit on va te faire découvrir l'Afrique. Mais j'étais assez inquiet quand même. Et à un moment donné, je vois qu'ils n'avaient pas grand chose non plus à me dire, ça tournait un peu en rond et je leur ai demandé s'ils avaient une bière. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit tu te fous de nous? J'ai dit si vous n'avez pas de bière, si vous voulez les gars, moi je vous laisse mon sac, vous me surveillez, je vais au magasin à côté et je ramène un pack, et comme ça c'est un peu sympa, c'est la garde à vue. Et puis c'est ce que j'ai fait, je suis allé chercher le pack, j'ai installé le pack, on a bien bu. Tellement bien qu'à la fin, je dis les gars, c'est pas le tout, moi il faudrait que j'y aille, que je peux récupérer mon sac. Ils m'ont dit écoute, tu reviens au plaisir, tu reviens quand tu veux. Tout ça c'est faux, voilà, quand on part dans ce genre de quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut jamais se braquer, il faut toujours essayer d'avoir des situations merdiques face à des douaniers, face à des gens un petit peu il faut toujours avoir le sourire et parfois donner de la bienveillance, et sentir. On peut parler de la compo du sac que de vos parents? Alors dans le sac, il y avait la moitié des choses que je savais que j'allais pas ramener, c'est-à-dire que j'avais pris pour moi le minimum. Donc j'avais un duvet, j'avais de quoi me tenir chaud, de quoi faire du feu, enfin la base de tout ce qu'on peut retrouver ici. Ça, j'avais ça dans mon sac. Maintenant, je savais que j'allais rencontrer des gens et que ces gens, il allait falloir il y aurait de l'échange. Si j'ai rien, si j'arrive que moi comme ça, soit je produis quelque chose, je fais, j'aide à travailler, j'ai pêché même d'ailleurs au Sénégal, soit on produit un service ou alors on échange. Donc j'avais pris pas mal de téléphones portables, des anciens que j'avais, certains me les ont jetés à la figure en me disant que c'était trop passé. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Je pensais que ça allait passer, mais non, ils avaient... Donc j'avais pas mal de téléphones, j'en ai peut-être 10-15, j'avais demandé à tout mon entourage de me donner leur vieux téléphone, de les faire débloquer. Alors certains n'étaient pas débloqués, je me suis rendu compte que là-bas, débloquer, ça ne les intéressait pas, ils voulaient débloquer, ce qui se comprend tout à fait. J'avais pris des t-shirts,
I Love Paris, j'avais des tours Eiffel, j'avais tout ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après, c'est beaucoup passé par les enfants. Le contact avec les enfants dans les villages où j'arrivais, je donnais des porte-clés aux enfants, ça se passait bien. Les parents étaient assez méfiants quand même. Parce que je peux comprendre, certains n'avaient pratiquement jamais vu de blanc. Quand j'étais en Guinée-Conakry, j'étais dans des villages reclus, il a fallu se faire accepter. Donc là, on accepte tout. J'ai mangé local pour montrer que j'étais dans l'idée de partage. L'eau, à un moment donné, j'en ai même bu. Ça s'est bien passé. J'ai rien eu, mais je ne conseille pas. J'y suis retourné quelques années après. J'ai dit aux collègues, vous pouvez y aller, vous pouvez boire, hein, parce que moi, ça m'a rien fait. Ils ont bu, ils ont eu la touriste pendant toute la semaine sur le territoire. On va parler de la trousse de secours aussi. Alors la trousse de secours, moi j'ai pareil, c'était un petit peu sur tout. Donc j'avais les pompes anti-venin, mais j'avais prévu aussi en bon militaire tout ce qui était blessure par balle. Parce que je me suis dit, je vais aller dans des zones à Boaké, zones rebelles, je suis pas à l'abri d'être sur un malentendu, de me faire tirer dessus. Et puis après je me connais, je sais que je peux réagir d'une manière ou d'une autre, peut-être violemment si je suis pris vraiment. Et là, voilà. Et j'avais pensé un petit peu à tout ça, hein. Donc la trousse de secours, c'est hyper important, on ne peut pas partir sans trousse de secours sur ce truc-là. Et puis moi, j'avais pas d'assistance, j'avais aucune assistance, donc je disais à mon entourage, je donnais des points de chute approximatifs. Donc j'avais dit, donc mon commandement, quand je suis parti, voulait à peu près savoir où j'étais, si j'étais vivant. Et je donnais donc des points, des dates. Mais en même temps, moi, le téléphone, il passait pas tout le temps. Quand j'étais dans les villages, j'avais absolument pas de possibilité de téléphoner. Donc je donnais des dates larges, j'étais très très large. Et parfois, j'appelais avant la date qui était prévue. Je disais, là, je suis bien et je repars. Donc ça a été ça pendant plus d'un mois, un mois ou deux, quoi, mais ça s'est très bien passé. Mais ça a été un séjour qui a été fait en toute humilité. J'étais pas du tout en terrain conquis. Je me suis fait arrêter aussi, pareil, j'avais pas de visa. Arrivé donc pas de visa au Mali, mais ça s'est bien passé. J'ai réussi à passer, on m'a rien demandé de plus. J'ai quitté le Mali sans visa, on m'a demandé donc des bakshish que j'ai pas payé, j'ai rien. Alors moi, dans mon sac, ce que je faisais, je voyageais, je me lavais très peu. Je me lavais les aisselles, je me lavais les dents, et je me lavais les parties intimes. Le reste, je ne lavais pas. Parce que je ne voulais pas paraître l'Européen, pas forcément riche, mais aisé, qui peut se balader, qui a l'aisance. Non, j'étais un pouilleux. Et ça m'a bien aidé. J'ai même été pris par pitié par certains Africains au Sénégal. Et j'ai même été invité à manger par les SDF derrière des restaurants où on mangeait les restes. Et c'était atypique et c'était sympa, c'est ce que j'allais rechercher en même temps. Donc pour revenir sur le passage de la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry, ça a été très compliqué parce que justement, on me demandait donc des bakshish pour partir du Mali, j'ai pas donné, ils ont fouillé mon sac, et ce que je faisais, c'est que mon linge sale, je le mettais dessus. Donc quand ils ouvraient, vous savez, toute l'odeur de mon linge sale, il fallait enlever. Moi, regardez dedans, hein, moi j'ai rien. Hein. Donc, refermer le sac, allez, c'est bon, dégage. Et ça passait beaucoup. Sur tous les checkpoints, je faisais ça. Quand on me disait, bon, mais le blanc, il faut payer le passage. Je dis, moi, j'ai pas d'argent. Bon, je descendais de la voiture et je regardais l'armement qu'ils avaient. Ah, je dis, c'est quoi ça? Mais je touchais à tout. Et le mec, à un moment donné, il me dit, t'as rien à donner là? Je dis, non, moi j'ai rien. Bon, allez, vas-y, on monte dans le taxi, fous-moi le camp. Et je m'en suis sorti comme ça. Arrivé donc à Kourémalé. Donc Kourémalé, c'est la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Et j'arrive, je dis, voilà, j'ai pas de visa. Elle me dit, non, vous pouvez pas y aller. J'ai pas de visa non plus pour aller au Mali. Là, je suis dans le no man's land et là, je peux absolument rien faire. Donc j'insiste un peu, j'arrive à obtenir ce qu'on appelle un laissez-passer pour aller donc au village suivant qui s'appelle Sigiri. Il me dit, tout votre séjour en Guinée-Conakry, il va falloir aller de laissez-passer en laissez-passer, de village en village. Bon, mais je dis, ça devrait bien se passer. Il me dit, Inch'Allah, vous verrez. Arrivé au premier village, donc je vais plein de bonnes intentions, je vais au commissariat pour justement avoir un autre laissez-passer pour aller dans le village suivant, qui était Cancan, enfin un village, une ville. Et arrivé, donc je présente mon passeport, et là il me dit, mais vous n'avez pas de laissez-passer, vous n'avez pas de visa? Je dis non. Il dit, mais vous êtes venu tout seul. Et j'avais une jeune fille avec moi qui en fait m'avait aidé pour rentrer en disant le prétexte c'était qu'on allait se marier.
J'aurais dû me taire, hein. Parce qu'elle y a cru, elle. Et c'est elle qui avait proposé. Elle me dit, bah, écoute, tu vas passer, on va dire que je vais te présenter à la famille, et puis qu'on va organiser le mariage. Là, ils vont être sensibles à ça, et puis ils vont pour une sœur qui va peut-être partir en Europe, ça va être bien, tu vas être bien vu, et voilà, ça va bien se passer. Donc ils me font le laisser passer, d'arriver au commissariat, donc je dis bah voilà, parce que je vais peut-être me marier avec mademoiselle. Ah non, tu crois que toi tu vas venir sur nos terres sans visa, tu vas venir chercher une femme, et puis tu vas repartir en France, et voilà, et que ça se passe comme ça? Ah mais je sais pas du tout ce que j'ai dit, c'est pas... Vous êtes en état d'arrestation. Et j'étais mis en garde à vue, j'étais dans une cellule. Une cellule où là, on m'a pris mon sac, on m'a pris mon passeport, on m'a pris mon téléphone, tout ça. On m'a proposé de passer un coup de fil, j'ai réfléchi. Est-ce que j'appelle l'ambassade de France en Guinée? Et pour moi, ça aurait été un aveu de faiblesse quelque part, je sais que le séjour se serait stoppé à ce moment-là. Donc j'avais pas envie, non, j'ai personne à appeler. Je dis qu'est-ce qui va se passer? Alors ils me disent, bah voilà, tu seras jugé, soit on te met en prison, tout ça. Je dis si c'est ici, pourquoi pas. Soit on t'expulse du pays et bah, tu retourneras d'où tu viens, donc le Mali, ou alors bon on sait pas, peut-être qu'il fera peut-être un laissez-passer, peut-être que tu iras. Il dit j'y crois pas. Donc le lendemain, le commissaire est venu, et là je suis passé en jugement. Alors ils m'ont mis pendant toute la matinée au plein soleil à attendre pour me faire réfléchir. Et le commissaire arrive à midi, donc j'avais pas le droit de boire, mais j'avais vu qu'il y avait une fontaine, un puits, là où les villageois de Siguiri venaient s'alimenter en eau. Donc j'ai dit, j'avais repéré ça. Le commissaire vient, donc il procède au jugement, et il me dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai écouté, moi j'ai pas de visa pour aller au Mali, envoyez-moi au Sénégal. Au Sénégal, j'ai pas besoin de visa, donc ça se passera bien. Il me dit non, ce serait trop facile, vous allez retourner au Mali. Donc je suis retourné au Mali dans le No Man's Land encore, 2 jours après, entre la Guinée et le Mali. Et là, il a fallu, hors de question que je retourne en Guinée, je me serais fait taper dessus. Et le Mali, c'était compliqué, mais c'était la rigueur le plus favorable dans le choix que j'avais à faire. Donc là, je me suis caché dans un bus. J'ai caché mes mains blanches, tout ce que j'avais de blanc, je l'ai caché, je me suis mis dans le bus et j'ai réussi à retourner, je vous la fais courte, hein, il n'y a pas beaucoup de temps, je suis retourné jusqu'à à Bamako. Et à Bamako, honnêtement, j'avais plus envie de voir un Africain. Je voulais rentrer chez moi. Alors ma femme est africaine, je l'ai appelée, je lui ai dit je supporte plus là, ils m'ont trop fait de misère, j'ai envie de rentrer. Elle me dit ah bon, mais j'ai dit écoute, sinon ça se passe bien, hein, mais là je suis un peu fatigué. Elle me dit bah réfléchis, et puis en tout cas bah, tu fais ce qui est bon pour toi. Le soir je me suis dit je peux pas rester sur un échec. Je vais pas retourner en Guinée, je vais aller au Sénégal. Et puis en fait, la nuit, pour te conseil, le matin je me suis levé, j'ai dit si je ne passe pas à Conakry, je reste sur un échec. Donc je suis allé à l'ambassade de Guinée au Mali, et là je demande un visa, en bonne et due forme, pour pouvoir retourner en Guinée. Et là le gars me dit, bah, écoutez, vous revenez dans 3 jours, on vous donnera ces temps et tout ça. J'ai dit, mais moi j'ai pas 3 jours, moi je suis chef de chantier, j'apporte l'eau à Siguiri. Vous savez qu'il n'y a pas l'eau courante à Siguiri. Il me dit oui, je suis guinéen, je sais qu'il n'y a pas l'eau courante. Là, je dis voilà, moi je suis chef de chantier. Et là, si vous me demandez de revenir dans 3 jours, le chantier prendra 3 jours de retard. Donc bah, donnez-moi votre nom, je vais dire que c'est à cause de vous que le chantier va coûter très cher et pour rien. Ah, il m'a dit, bon, écoutez, ok, je n'ai pas de problème. Dans 2 heures, c'est bon. Je dis, dans 2 heures, c'est parfait. Donc, il m'a donné le visa, le sésame. Et j'y suis retourné. Je suis allé au commissariat, ils m'ont dit, non, le blanc, là, faut arrêter les bêtises, là, faut repartir. Non, j'ai regardé, j'étais très fier de ce que j'avais. Il me dit, c'est bien, mais fous le camp quand même. Et puis, j'ai traversé. Donc, j'ai retrouvé la fille qui m'avait aidé. J'ai fait un tour du village habillé en costume traditionnel pour me marier. Un nom m'a été donné, Siaka Kaloka, musulman. On m'a dit que j'allais me faire convertir le lendemain. Je lui ai dit, mais j'ai pas la foi, moi, hein. Mais si, tu vas le faire, ça va bien se passer. Mais j'ai déjà une femme en France, bah, tu auras une femme ici aussi. Et t'assumeras. D'accord. Je suis parti à 4 h du matin, j'ai fait mes affaires et on est parti. Et Adia s'est réveillée en même temps que moi et elle m'a dit, mais tu vas où? J'ai dit, écoute, j'ai pas la foi, j'ai pas envie de te marier. Enfin, elle m'a dit, moi je peux pas rester là si tu pars, donc je viens avec toi. Je dis, bah, viens avec moi.
Et on a fait route ensemble pendant 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, en Guinée. Ça a été un séjour assez intense, mais c'est vrai que c'était bien d'avoir quelqu'un du pays pour m'accompagner sur différentes choses, parce que j'ai subi quand même pas mal de racisme aussi. Mais ce qui est normal, le racisme, c'est la méconnaissance. C'est là où moi, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses. C'est de la méconnaissance. Et j'étais content de faire ce séjour et d'être un petit peu agressé, pas par la majorité. C'était une minorité de gens, mais comme ça peut être une minorité de gens, enfin j'espère, dans nos pays européens envers les personnes d'autres pays. Très enrichissant. Tu craignais les blessures par balle. Quelques années plus tard, tu vas être blessé par balle. Alors, comment tu as réagi? Parce que tu t'es soigné tout seul, là. Ouais, alors j'étais en Irak pour arriver sur les blessures. Donc j'étais dédié à la sécurité de l'ambassade de France et à la sécurité de l'ambassadeur de France, plus particulièrement. On avait donc la chancellerie, ce qu'on appelle, c'est l'ambassade, et il y avait quelques kilomètres plus loin là où l'ambassadeur vivait, la résidence. Et tous les matins, donc l'ambassadeur venait avec convoi, donc voiture blindée, tout ça, donc de la résidence jusqu'à l'ambassade. Et moi, ce matin-là, j'avais pas forcément quelque chose à faire. J'étais à l'ambassade. Et j'avais un collègue qui devait ce qu'on appelle prendre marqueur, c'est-à-dire prendre pied devant l'ambassade pour veiller à ce que le terrain soit clair pour pouvoir accueillir l'ambassadeur. Quand je dis clair, qu'il n'y ait pas d'ennemis. Donc il y avait quelques Irakiens qui étaient là dédiés donc, à la sécurité de l'ambassade de France. Et le collègue, 42 fièvre, me dit je suis pas vraiment en état, mais j'écoute, je prends ta place. Pour raconter toute cette succession de soucis qui sont mis en place. Et donc il me dit bah, tu vas prendre marqueur, donc c'est toi qui vas aller dans le SAS et puis tu vas accueillir l'ambassadeur. Je dis pas tout signe, il me dit mais avant ça on a un petit peu de temps, on part dans 2 jours à Amman, on a préparé les caisses, on voudrait juste voir si ton arme rentre bien dans la caisse. Je dis la caisse elle est pleine, à mon avis ça va être dur. Il dit non mais essaie de mettre ton arme, juste bah, si je prends mon arme, l'arme quand on est dans cette situation là, j'avais donc un fusil d'assaut, donc avec double chargeur, la balle est engagée dans le canon, dans la chambre, donc prêt à faire feu, et avec un tube en dessous de 40 mm. Vous voyez les flashballs qu'on parle là, sur les gilets jaunes, bah là c'est le même calibre, avec des balles explosives. 1000 billes d'acier qui explosent et qui arrosent à 360 degrés. Donc vous voyez la sensibilité, ce qu'il y a dans l'arme. Je dis, bah moi si je mets l'arme dans la caisse juste pour voir, il faut que j'enlève tout ça. Et il me dit, bah écoute, vas-y, dépose-la. Je la dépose, comme quoi il ne faut jamais écouter. Je dépose l'arme, on ferme la boîte et ça ferme mal. Et là on bouge l'arme, comme ça. On bouge l'arme, ah effectivement ça rentre. Et là j'entends autorité en approche. Donc je récupère mon arme, je le mets en bandoulière, mais une chose que je n'avais pas faite, je n'avais pas vérifié la sûreté de l'arme. C'est un espèce de petit clapet qui passe, un sélecteur de tir qui passe de la sécurité à tir coup par coup ou rafale. J'ai pas vérifié ça, alors que je vérifie à chaque fois. J'avais une routine à vérifier systématiquement en prenant mon arme. Et là je cours, donc jusqu'à arriver donc, devant l'ambassade de France, et en mettant en fait mon arme, le pontet, donc la queue détente se prend sur les chargeurs qui dépassent. Et le tir s'effectue dans le pied. Je ressens une vive douleur. Je regarde mon pied, là je vois un trou dans la chaussure. Mais là je me souviens des collègues qui ont été blessés par balle sur le niveau du pied. En général, la munition a tellement d'énergie que tous les os du pied explosent. Donc là je suis pas très bien. Et je décale le pied, je vois que le béton en dessous est explosé. Donc je dis, c'est réellement passé. Donc je dis à la radio, je dis écoutez, il y a eu un coup de feu parce que la voiture qui était à peu près une 50aine de mètres a stoppé. Départ du coup de feu, un coup de feu c'est extrêmement violent, hein, ça fait beaucoup de bruit. Donc les Irakiens se retournent sur moi, je dis détendez-vous, tout va bien, j'ai une erreur. Et je dis à la radio, je dis écoutez, c'est moi, autant pour moi, le coup est parti, je me suis mis une balle dans le pied, mais rassurez-vous, tout va bien. Vous pouvez venir avec l'ambassadeur. Et là ils viennent donc on voit, là les gars me regardent comme ça. Parce qu'eux entendent à la radio, l'ambassadeur lui n'avait absolument rien entendu. Même le bruit de coup de feu, parce qu'à Bagdad ça tirait assez souvent à l'époque. Donc il n'a pas entendu le coup de feu, ça l'a pas. Eux par contre avaient été en liaison directe. Et eux ont entendu j'ai pris une balle dans le pied mais tout va bien.
Donc quand ils sont passés devant moi, et là ils étaient un peu inquiets. Là, moi, ce que j'ai fait, j'ai repensé aux collègues. Le dernier qui s'était mis balle dans le pied avait aboîté, boite encore. Donc j'ai délacé ma chaussure, j'ai enlevé la chaussure, j'ai regardé mon pied. Donc là, voilà, le trou d'entrée était à peu près net. Par contre, je sentais que j'avais vraiment poids dans la chaussette. C'est-à-dire que je sentais que le pied avait éclaté quand même en dessous. Mais j'arrivais à mettre du poids sur cette jambe. Ce qui veut dire qu'au niveau des os, peut-être qu'on s'en était pas trop mal tiré sur le coup. Donc l'ambassadeur arrive et je dis au gars, on continue la mission, tout va bien. Donc, je voyais la mare de sang s'étaler de plus en plus. Il faut quand même qu'il fasse vite. L'ambassadeur est descendu de la voiture, comme si dans l'unité il rentre dans l'ambassade, il n'a rien capté. Tant mieux. Et là les collègues viennent sur moi, ils me disent ça va? Je dis oui, j'ai autant pour moi, c'est moi que j'ai fait une erreur et je vais l'assumer les gars, il n'y a pas de souci. Je récupère donc ma chaussure, je mets l'arme sur la sûreté, je récupère ma chaussure et je vais à l'ambassade. Comme pour moi c'était une erreur, c'était vraiment une erreur professionnelle. J'ai dit il faut que je l'assume. J'avais quand même des sueurs froides. Je me suis assis, j'ai demandé à ce qu'on me donne de la morphine, des pansements, une bande, de la bétadine et un coca. J'ai jamais bu une canette de coca d'un trait, comme ça. Les bulles, je l'ai bu d'un seul trait. J'ai pris la morphine, je me suis piqué donc le ventre, j'ai vidé la bétadine dans le pied. Le trou d'entrée en fait était du calibre 5,56, c'est pas un gros trou. C'était cramé autour forcément, que c'était très proche. Et par contre, la balle en fait a bizarrement, c'est très très bizarre. Quelques mois avant, en Afrique, on m'avait donné un gris-gris. On m'avait dit, prends ce gris-gris, les balles traverseront ton corps, mais n'atteindront jamais les organes vitaux ni les os. Bon, pourquoi pas? Je l'ai pris. J'ai pris le gris-gris, on va donc faire la radio donc avec les collègues dans l'après-midi, et là le radiologue dit, mais regardez, c'est incompréhensible, la balle a traversé son pied, il y a un os entre le trou d'entrée et le trou de sortie, la balle a contourné, elle a vrillé, elle a éclaté les chairs. Mais l'os n'a rien. Ce qui veut dire que votre collègue a les os plus solides que les balles. J'aurais dit, c'est normal. J'ai mon gris-gris. Ils ont rigolé. Mais rigolez pas parce que je l'ai toujours. Ne me tirez pas dessus pour autant. Moi je dis, voilà, donc, si les os ne sont pas touchés, c'est juste en fait les chairs qui sont touchées. C'est une égratignure plus. Donc le commandant qui gérait donc, la protection rapprochée, il me dit, écoute, est-ce que tu vas tenir? On a encore 2 mois à tenir. Je dis, pour moi, c'est pas un problème. Le médecin a voulu quand même que je lui fasse une Skype. Il me dit, c'est incompréhensible ton truc. Médecin du groupe? Médecin du groupe, ouais. Il me dit, c'est incompréhensible, mais écoute, je te fais confiance. Il me dit, tu prends des anti-infectieux et tu referas le pansement tous les 2 jours. Tu risques l'infection parce qu'une blessure par balle, et surtout dans ces pays-là, avec le pétrole, le sable, savoir que ce qu'il y avait dans mon pied, c'était et la chaussette et la chaussure. Donc j'avais beaucoup de débris en fait. Donc malgré avoir mis vraiment la bétadine et l'avoir vidé dans le pied, ça ne suffisait peut-être pas forcément, et saignait beaucoup. Ça a tenu pendant 15 jours, au bout de 15 jours, j'avais donc le pied qui était enflé, j'avais chaud, j'avais la température, donc j'étais touché par l'infection. Mais il est hors de question que je me plaigne auprès des camarades parce que l'erreur venait de moi. Donc je me suis opéré tout seul. Ce que j'ai fait, je me suis isolé donc dans la chambre, j'ai pris une bassine d'eau froide, j'ai mis des glaçons dedans, j'ai mis un gant de toilette, j'ai pris une canette de coca. Ne croyez pas que le coca sauve de tout, mais c'est pas mal en cas d'hypo. Et donc j'ai bu la canette de coca, enfin en partie, et j'ai pris un scalpel et j'ai commencé à casser. Les croûtes s'étaient reformées dessus et dessous. Il faut savoir que les chairs avaient quand même été éclatées, j'ai pas eu de point. Donc il a vraiment fallu immobiliser au maximum cette plaie. Mais ça avait bien repris. En même temps, ce que je prenais ce qu'on appelle le Yunnan Bayo. C'est une pilule chinoise qu'on a donnée aux gens du GIGN. On leur a donné à Marignane en 94. C'est une pilule qu'on trouve sur internet, Yunnan Bayo, Y-U-2-N-A-N, Bayo. Après quand vous tapez Yunnan, voilà, Bayo arrive derrière. J'ai pris ces pilules-là, en fait, ça coagule le sang et ça nettoie. Mais bon, j'ai quand même eu une infection. J'ai ouvert donc la plaie avec le scalpel, donc je tombais dans les pommes par intermittence, donc je m'allongeais sur le lit, je reprenais mes esprits, je reprenais l'opération, je retombais. Et j'ai fait ça jusqu'à temps de vider complètement la plaie du pus et de faire écouler un maximum de sang. J'ai refait le pansement. J'ai continué comme ça. En fait, c'était les impuretés qui n'arrivaient pas forcément peut-être à sortir avec la croûte qui s'était formée. Il
fallait en fait expulser tout ça. Et 15 jours après, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu... mais je marchais normalement. Hein. À partir du moment, même si j'avais une blessure, mais les os n'étaient pas touchés, je pouvais absolument marcher normalement. Donc la blessure par balle, quand on ne touche pas d'os et d'os et d'organes vitaux, on peut sentir, ou des grosses artères. Mais voilà pour la petite histoire, on se remet tout presque. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Encore important. Bonjour. Bonjour. C'est pour revenir quand vous étiez au Mali, pour revenir un petit peu sur le trek. Vous avez dit que vous avez dormi chez ce monsieur qui vous a accueilli. Le reste de votre séjour, avant même de rencontrer cette fille, de voir la famille, vous dormiez où? Alors, j'ai fait un tour d'Europe en stop. J'ai toujours dormi dehors, pratiquement. J'ai fait un tour en Afrique, donc je vous ai dit la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie et Sénégal. C'est important de les citer. Dans aucun pays, j'ai dormi seul dehors. J'ai dormi soit en tôle, ou alors chez l'habitant. Le peuple africain a toujours eu, ne pouvait pas me savoir, eux, dormir dans une maison et qu'un touriste dorme dehors. Voilà, pour eux, donc j'ai toujours dormi, c'est des rencontres et rencontres. J'ai été materné, en fait, tout au long de mon séjour. C'est comme ça. Alors moi, j'avais besoin de liberté et en même temps, faut se plier, mais j'ai été très très bien accueilli. Donc si vous me donnez un conseil, c'est si des gens sont là et qui m'aident, c'est en trek, en milieu hostile, de bien. Plutôt dormir chez les gens qu'en extérieur. Oui, après il faut être méfiant de chez qui on va. Moi je m'interdisais de boire de l'alcool, par exemple, voilà, je buvais pas d'alcool avec des gens que je ne connaissais pas. Quand je buvais de l'alcool, c'était vraiment, j'avais passé plusieurs jours et encore. Je buvais beaucoup de coca. Ou si je buvais de l'alcool, c'était des alcools forts. Ça va être par exemple du Ricard pour nettoyer. Du whisky. Voilà, c'était plus ça. Après, en Côte d'Ivoire, où j'étais bien chez des gens, j'ai pu faire les maquis et profiter un peu. Mais sinon, voilà, on fait connaissance avec les gens. Après, il y a des gens, je vous cache pas, il y a des gens qui vont être intéressés et qui vont fouiller le sac pendant la nuit. Et bon, il faut pas avoir grand-chose quand on voyage comme ça. Pas de montre de valeur, pas de bijoux, pas rien. Et on s'en sort. Tout mon argent, en fait, était dans mon caleçon. J'avais fait une ceinture où j'avais la carte bleue et j'avais à peu près, en valeur, j'avais peut-être 30 € d'argent liquide. C'est tout ce que j'avais. Et le passeport. Et quelques pièces. Ce qui était visible était dans les poches. J'avais peut-être 1000 francs CFA, 2000 francs CFA, ce qui n'est pas grand-chose. Et je montrais, moi j'ai rien. Je payais juste mon trajet, mon taxi. J'avais rien pour le backchiche, donc j'attendais. Puis je disais, ouais, les poches sont vides. J'ai toujours été accueilli. Merci. De rien. Question. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on se prépare mentalement à ce genre de trek, je pense, à l'Afrique? Alors, la préparation mentale, pour moi, c'était quelque chose c'était l'inconnu. Quand je me préparais, par exemple, pour les tests, qui étaient connus, je visualisais. Là, je me suis ouvert à toute possibilité, c'est-à-dire j'envisageais même le pire, comment j'allais réagir dans les pires situations. Donc j'avais quand même quelques numéros de téléphone. Mais c'était la préparation mentale, c'était tout ce qui va t'arriver, prends-le de manière la plus cool qui soit, parce que t'es pas chez toi, et tes humeurs ne seront peut-être pas compris, que tu sois en peine, ne seront peut-être pas perçues comme ça par le pays qui t'héberge. Donc, sois très, comme dirait Van Damme, aware, et fais en fonction de ce que tu vas vivre, et navigue dans les eaux, un petit peu fait à l'imitation. Donc quand je voyais que les gens étaient contents, j'étais content. Quand je voyais qu'ils n'étaient pas trop contents, je restais un peu, voilà. Mais c'est comme ça que je me suis préparé, je sois vraiment très, très à l'écoute, très très à l'écoute, et tu verras. Et puis il n'y a rien de grave qui va. Puis moi je crois à la bonne étoile. Si j'avais dû y rester, c'est comme ça. Voilà. Donc très philosophe dans ma manière d'avancer. Si, y a-t-il d'autres questions sur le récit qu'on a entendu? Non? N'hésitez pas. On n'a pas tous les jours l'occasion de poser des questions à quelqu'un. Non, puis j'ai pas trop de filtres, donc je réponds sans aucun souci. Un peu de filtre quand même. Un tout petit peu. Van Damme, c'était... Un tout petit peu.
Bonjour. Bonjour. Quelle a été la chose la plus primordiale que tu as retenue dans ce voyage-là? Est-ce que ça a été quelque chose de la découverte, quelque chose de spirituel avec le pays, quelque chose, une empreinte, je sais pas, religieuse Oui, c'est intéressant. C'est ce que je suis allé chercher. C'était pas de me tester dans un milieu hostile ou quoi que ce soit, savoir physiquement, non, mais c'était la rencontre avec les gens et de voir ce que je valais moi au plus profond de moi-même et ce que je pouvais apporter en dehors du GIGN, des muscles et d'un savoir-faire opérationnel. Et en fait, c'est là où ça m'a appris, c'est de prendre beaucoup de recul, de ne pas juger les gens et d'être très à l'écoute et bienveillant. C'est la bienveillance qui a fait que j'ai pu finir mon séjour. Je ne suis pas arrivé en terrain conquis. J'étais à l'écoute et j'étais presque un enfant qui se livrait à des gens, dire bah voilà, vous avez le pouvoir sur moi. Les rebelles à Boaké, il me dit mais t'es culotté de venir ici parce que nous on tue si on veut. Je sais que vous pouvez me tuer, mais j'ai aucune raison de me tuer. Je suis pas hostile moi envers vous. Moi je suis cool. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu avancer. J'ai eu beaucoup de mal à partir. Je suis rentré parce que j'avais une femme et des enfants. Si j'avais pas eu ma femme, si j'avais pas eu les enfants, je prenais le portable, je le cassais, je le jetais. Je rappelais avant mes potes, j'aurais dit bon les gars, au GIGN, récupérez, videz l'appartement, prenez la télé, prenez tout, parce qu'on ne me retrouvera pas. Parce que j'étais extrêmement bien. Mais je pense que c'est de mon fait aussi, d'avoir été bienveillant envers les autres. C'est ça. J'ai pas été pris à partie, et quand j'étais pris à partie, je réagissais pas vraiment quoi. J'étais cool avec le sourire. Le hasard va faire que tu vas repartir en mission dans les mêmes pays et que les gens ne t'auront pas oublié et ils te reconnaîtront. Ouais, je suis retourné en Guinée en 2009 suite à... justement, j'ai fait mon trek début 2009 et en fin 2009, je suis retourné pour le coup d'état de Dadis Camara où il avait tué 150 à 200 civils dans un terrain de foot. Et là, on y est retourné, on est arrivé à 10. Et à 10, moi j'y suis allé parce que justement, j'avais la connaissance donc, du pays, de Guinée-Conakry. Et j'avais vécu même dans des quartiers d'Abundi les plus pourris de Conakry. Et j'avais cette sensibilité justement. Et en arrivant là-bas, c'est vrai que ça a été une aide très importante parce que j'avais cette sensibilité-là au pays. Les collègues sont arrivés par exemple pour faire des reconnaissances d'axes en pantalon 5.11, le polo et les lunettes de soleil. J'allais chercher le renseignement comme ça. Moi j'y allais en tongs, short, débardeur. Et l'appareil photo en bandoulière et sans pas de radio, pas d'armes. Je suis allé dans un quartier, les collègues me disent prends ton arme, prends ta radio. J'ai voulu que je me fasse tuer alors. Je dis bah non justement. Je dis si vous voulez pas que je me fasse tuer ou séquestrer, laissez-moi y aller juste avec un téléphone. Et comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir énormément de renseignements pour nous préserver. Et en même temps, je suis retourné dans des quartiers où ils m'ont dit Siaka Kaloka, il est revenu. Et les choses avaient quand même bien évolué en un an, mais on m'a reconnu et j'ai eu de la bienveillance en retour de ce que j'avais donné aussi un an avant. On a encore la place pour une dernière question, donc il y en aura deux. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il faut absolument avoir un cursus militaire et a fortiori être GIGN pour faire ce genre de trek dans des milieux hostiles. Non, non, absolument pas. Ce qu'il faut, c'est une connaissance minimale du lieu, ou alors, comme on disait tout à l'heure, c'est se préparer vraiment, avoir une capacité à se préparer à l'inconnu. Être prêt physiquement à l'inconnu, à la maladie, à la mauvaise rencontre, à se faire taper dessus un soir en sortant d'une boîte. Et puis c'est à la rencontre de voir des choses qui ne sont pas de notre quotidien et puis sans s'en offusquer, ne pas juger. Voilà, mais après, sorti de là, c'est au niveau médical, donc il va falloir se renseigner. Après, il y a des sites internet, sites de gouvernement, on y va, on voit à peu près en géopolitique où en est le pays, au niveau politique, tout ce qu'il peut y avoir comme conflit. Mais non, il n'y a pas forcément besoin. Après, par contre, pour se préparer, un sac opérationnel, ou quand on a par exemple des marches à faire ou des nuits à faire, c'est de le faire déjà dans des milieux qu'on connaît. Moi, c'est-à-dire que même pour me préparer en Afrique, par exemple, l'été, aller passer une nuit avec pas grand-chose, avec ce que vous imaginez de suffisant. Vous prenez votre sac, vous mettez dedans tout ce qui vous estimez suffisant, et puis vous le testez.
Vous le testez, voilà, vous passez la nuit. Si vous ne dormez pas de la nuit, c'est que visiblement il a manqué quelque chose. Et en fait, cette chose va se rajouter dans le sac, où il y a des choses qu'on n'a pas besoin, qui sont trop lourdes, qu'on va enlever. Et c'est comme ça en fait qu'on fait. Comme pour des marches, pour le GIGN, on sait qu'on va marcher 30, 50, 60 bornes. Ben moi, j'ai pas attendu d'arriver sur le prestage, de faire des marches de 40 km pour savoir où j'allais avoir mal. J'ai marché dans les mêmes conditions avant chez moi, où je savais que le lendemain, je pouvais me soigner. Et voilà, et j'ai réussi en fait, et j'ai pas vraiment souffert sur ces marches-là. Comme sur le séjour, j'ai pas vraiment souffert physiquement. Finalement, lors de ce trek, tu n'as jamais eu à utiliser la violence ou les choses. Jamais. Et non, et si j'avais utilisé, je pense que ça serait retourné contre moi, donc j'étais pas gagnant. Oui, je pense que on est plus nombreux quand même. Une dernière question. L'humilité, ça prend l'humilité. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est plus par rapport au GIGN que j'avais une question à vous poser. Ouais. Vous parliez, vous avez eu envie en fait d'intégrer l'armée, voire le GIGN, par rapport à un sentiment d'injustice que vous vouliez régler. Et du coup, je me disais, est-ce que ça vous est arrivé lors de vos missions dans le GIGN d'avoir la sensation de participer plutôt à quelque chose d'injuste? J'ai combien de temps pour répondre? La question a été bien entendue, c'est juste de savoir si dans le cadre des missions du GIGN, Philippe a eu des situations injustes à gérer. Alors injuste, c'est jamais complètement injuste. Non, je vais dire, on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais effectivement, il y a eu des missions où je me suis senti gris. Presque aussi gris de ce qu'il pouvait y avoir en face. Pas forcément en France, mais parfois à l'étranger. Il faut savoir que la politique, je ne vais pas rentrer dans une conférence sur le terrorisme, tout ça, mais la politique étrangère en France est quand même assez dure, assez violente. Et parfois se retrouver dans un pays étranger, quand vous avez donc sous bannière OTAN, ELEX ou France, ça peut être assez lourd à porter parce qu'on peut voir ce que font certains dégâts de bombardement ou des choses comme ça. Donc je ne suis pas là pour faire de la politique, loin de là. Mais effectivement, parfois, oui, ça a pu arriver. Et ben on fait au mieux. On fait au mieux. Et on part quand on estime qu'il faut partir. Moi, je fais les choses par passion. Donc là, j'ai fait 15 ans au GIGN, je suis allé au bout de ma passion, au bout même de mon physique, parce que j'ai une prothèse maintenant au cervical. Mais il faut rester humble et faire les choses selon son inspiration, ne pas se compromettre. Quand on ne croit plus aux choses, je pense qu'il est temps d'arrêter. Alors c'est pas que je ne crois pas, moi je crois au GIGN et je demande à ce qu'il y ait des gens qui rentrent au GIGN. Mais après, c'est selon son parcours. On évolue. J'ai évolué et j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je suis sur autre chose. Merci beaucoup messieurs pour votre présence. Merci à vous tous, merci beaucoup.